Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Fabien. Hélène. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la Recyclerie, que je remercie d'ailleurs pour leur accueil et leur complicité dans l'organisation de ce festival de Noël Où est le beau. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast en live du week-end et on va parler miam miam avec toi, Fabien. Parler de délices, mais pas n'importe lesquelles. Donc toi, tu es cuisinier. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà goûté les petits délices de ton épicerie là, sur ton stand pendant le marché. Si ce n'est pas encore le cas, je vous le recommande. Venez nous voir. Ouais, venez le voir. Et ce que je recommande le plus, c'est de réserver une table dans ton restaurant, 42 degrés, 109 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 9e. Toi, tu as ouvert en 2013 avec ton associé et vous étiez le premier restaurant bio, végétal et crudivore de Paris à l'époque. C'est exact. Et ce qui est marrant, c'est que donc, toi, le cru, c'est arrivé un peu sur le tard. On peut pas dire que tu sois tombé dedans quand tu étais jeune. Toi, tu es normand, alors avec l'amour des bons produits, j'imagine, depuis toujours. Mais tu avais quand même toujours axé ta cuisine sur le légume. Et puis, c'est quand même, après une quinzaine d'années dans la cuisine traditionnelle, que tu t'es dit que tu as croisé la route du cru. Et là, c'est un coup de foudre, peut-être, tu vas nous raconter. Et tu es passé au-dessus de toutes ces idées reçues, des caricatures aussi un peu qu'on peut avoir sur ce mode d'alimentation un peu alternatif, parfois moqué, mais comme beaucoup de choses un peu qu'on ne connaît pas finalement. Et tu t'es embarqué, le cœur ouvert, dans ce chemin de traverse inédit et très alternatif. Quand même, parce que la cuisine crudivore en 2013, c'était pas un truc qui était très très connu. Alors, je précise dans cette conversation qu'on ne va pas parler du crudivorisme d'un point de vue des bienfaits, alicaments, etc. Toi, tu n'es pas naturopathe, moi non plus. Donc, on va plutôt l'aborder sous l'angle du goût, parce que ça, c'est ce qu'on connaît un peu tous et ce qu'on aime, c'est ça. Sur ces chocs un peu gustatifs qu'on est de plus en plus à avoir, en fait, en goûtant cette cuisine, ces recettes délicieuses, sans four ni plaque. Alors, sur Où est le bon, on a déjà parlé de raw food avec Marie-Sophie L. Et avec toi, j'ai envie qu'on continue en fait à explorer ce nouveau champ des possibles incroyable qui s'offre aux cuisiniers d'aujourd'hui, avec cette posture un peu radicale de ne rien cuire au-dessus de 42 degrés. Et du coup, d'explorer aussi, nous, grand public, cette nouvelle façon de manger finalement, de préparer des plats, parce que contre toute attente, eh ben, c'est délicieux. Je dis contre toute attente parce que franchement, c'est pas forcément un truc quand on dit qu'on va manger cru, on a l'impression qu'on va manger des salades et des carottes, tu vois. Mais c'est pas tout à fait ça. Pour débuter cette conversation, Fabien, est-ce que tu peux nous dire comment tu passes de quasiment 10 ans à barouder un peu partout dans le monde, curieux de tout goûter, tu es devenu aussi cuisinier dans des grands restaurants, mais en cuisine traditionnelle, à justement chef de 42 degrés? Alors, c'est une bonne question. Donc, c'est un parcours peut-être un peu atypique, mais c'était surtout un voulu de vouloir un jour avoir un restaurant à moi, mais un restaurant qui ne ressemblait pas à d'autres restaurants. Donc, un restaurant à concept, c'était sûr. Et mon ami associé aujourd'hui qui m'a présenté cette alimentation, après l'avoir goûté, m'a fait complètement switcher sur les a priori et manger l'illusion de manger quelque chose qu'on a l'habitude et qui ne l'est pas. J'ai trouvé ça assez surprenant. Et en fait, derrière, il y a les goûts aussi qui arrivent. Et les goûts sont complètement différents et beaucoup plus prononcés. Et grâce à ça, moi, je trouve qu'on s'éclate gustativement. Et on retrouve des textures qu'on a tendance un peu à oublier. Je sais pas si ça vous parle un peu. Après, je vous invite à goûter aussi, c'est pas mal. Et donc ça a été mon premier coup de cœur. Et ensuite, derrière, c'est les différentes techniques qu'on a tendance pas à oublier, mais à laisser de côté ou à changer, à transformer trop rapidement. Et là, on a, pour la finalité de cette cuisine, reprendre un peu certaines techniques oubliées, reprendre des recettes où on part du produit brut jusqu'à la fin, le travailler jusqu'à la fin. Et c'est ça que j'aime. Et en fait, qu'est-ce que toi tu goûtes qui te convainc de ça? Qu'est-ce qui te fait goûter là ton copain quand il vient, qui te dit regarde Fabien, goûte ça, tu vas peut-être aimer. Tout simplement, boulettes de noix, sauce tomate, spaghetti de courgettes. C'est pas comme ça qu'on me l'a vendu, on m'a rien dit du tout. J'ai regardé, j'ai fait mais c'est des spaghettis avec une sauce tomate et des boulettes de viande. Ben non, c'est pas des boulettes de viande, c'est pas cuit, c'est une sauce tomate pas cuite,
c'est des boulettes de noix déshydratées et les pâtes, c'était donc des spaghettis de courgettes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu commun, mais moi, il y a 12 ans, clairement, j'avais jamais vu de ma vie. Et quand c'est épluché, quand c'est un peu mariné, cuit donc juste avec l'huile et le sel, clairement, il y a un coup de bluff, il y a un trompe-l'œil qui est quand même assez incroyable. Et ouais, bah moi, ça m'a convaincu, quoi, ouais. Clairement. Non, mais parce qu'en fait, tu avais quand même ce background de cuisinier depuis toujours, avec des techniques complètement radicalement différentes. Et là, à ce moment-là, tu vois le potentiel de ce qui peut être fait. Tu vois qu'en fait, c'est un espèce de champ des possibles incroyable et que tu vas t'éclater si tu explores un peu ça. Parce que tu aurais pu te dire juste, je vais pour chez moi, je vais faire ça, mais tu vois, je reste cuisinier. Tu vois, normal. J'aurais pu, mais non, clairement, j'ai fait essayons. Et la question m'est souvent a été posée, mais est-ce que au final tu tournes pas en rond? Est-ce que tu te mets pas des œillères? Ouais, tu vas pas te restreindre en fait. Voilà, tu vas pas te restreindre dans cette cuisine. Au début, j'avais un peu peur en me disant mais c'est vrai que si on cuit pas, on va pas pouvoir faire ça ou ça ou ça. Et au fur et à mesure du temps, au fil des années, et même encore maintenant, je découvre encore toujours des choses. Et au final, tu te rends compte que non, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi, quoi. Il y a plein de choses et des légumes, des oléagineux, des graines, tout fait en sorte que selon comment elles sont travaillées ou mixées ou incorporées, on a un truc différent. Ouais. Clairement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui aussi peut-être à ce moment-là te lassait un peu dans cette cuisine traditionnelle à l'époque, tu vois? Est-ce qu'il y avait un truc de, pas forcément de facilité, mais tu vois, de toujours aussi peut-être avoir des process où on doit reproduire toujours la même chose, ou tu vois, avoir des choses aussi qui sont facilitées avec, je sais pas moi, des poudres qui remplacent tu vois, ce genre de choses. Je vois ce que tu veux. Ok, d'accord. Alors, c'est pas vraiment, j'ai jamais été trop lassé, mais par contre, de redécouvrir, de retravailler un produit brut de A à Z, donc du type les pâtes, truc à la con, faire ses propres pâtes, j'ai trouvé ça, moi, je suis retourné en enfance. Tu te dis, attends, mais là, tu prends différentes poudres qui n'est pas juste de la farine de blé, tu te fais tes différentes farines, différentes poudres d'oléagineux ou de graines, et tu les mixes, et t'arrives à quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est ça qui devient intéressant. Alors après, il faut faire attention parce que les goûts peuvent être un peu trop prononcés, un peu trop forts, mais tout ça, à force, au bout de 10 ans, je crois qu'on arrive à des choses quand même sympas. Ouais, où tu commences aussi on commence à toucher un peu... un peu ta vie. Hein. Mais alors du coup, comment tu te formes en fait à être comme ça chef crudivore, cuisinier crudivore? Je sais que t'aimes pas qu'on parle de chef. Donc en autodidacte en fait. Oui, dans un sens on peut le dire dans cette cuisine, ouais, je suis un autodidacte. Après j'ai fait des belles rencontres, déjà mon associé, mon ami qui m'a appris énormément de choses sur le véganisme, le crudivorisme, et après les personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes que j'ai embauchées en tant que salarié, qui m'ont ça a été un échange de tous les jours, c'est-à-dire que moi je leur ai appris les techniques, on va dire, de base d'une cuisine traditionnelle, mais remise sur un restaurant à concept. Et eux m'ont appris la lactofermentation, la déshydratation, les différents process que je ne connaissais pas à cette époque-là. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de délices comme ça, ou alors de légumes un peu sous-estimés et que toi tu as redécouvert en cuisinant cru? Ok, le chou de Bruxelles. Qui aime le chou de Bruxelles? Ouais. Ok. Il y a quand même pas mal de... Il y a au moins 2 mains levées sur 150. C'est pas mal. Alors le chou de Bruxelles, faut savoir qu'on a tous ce souvenir d'enfance à la cantine, le chou de Bruxelles trop cuit, gris marronasse, qu'on t'obligeait à manger. Et je l'ai aussi vécu, hein, et j'ai aussi dit, moi le chou de Bruxelles, plus jamais de ma vie. Et le chou de Bruxelles cru, j'ai découvert en fait, c'est même pas redécouvert, j'ai découvert en cru un légume mais qui est tellement bon, qui est tellement frais, c'est presque sensuel, quoi. Il est délicat, faut juste l'assaisonner avec un peu d'huile, une petite huile de noisette avec une petite fleur de sel, ne demande pas plus. Et c'est exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien besoin de plus. Voilà. Et après, comment? Parce que tu as ces légumes comme ça, tu vois, les uns que tu découvres, mais est-ce que les assemblages aussi de goût crus, tu vois, les assemblages cuits, est-ce qu'en fait ils fonctionnent aussi crus, ou est-ce que du coup, pareil, on repart à zéro et il faut réexplorer un peu tout ce que tu avais appris, entre guillemets, et il y a des choses qui ne marchent pas et d'autres au contraire qui marchent? En fait, je me suis énormément rendu compte qu'il y a énormément de légumes qui fonctionnent en sucré.
C'est-à-dire D'accord. qu'on n'expecte pas en fait certains légumes quand les cuits en fait ils perdent en saveur, donc on perd en fait le goût réel de ce légume. Et en fait de le manger en cru, tu te rends compte qu'ils sont sucrés naturellement. Je pense à la betterave, ok, il y a ce goût terreux certes, mais mélangé avec du cacao, le goût terreux part. Le topinambour, tu rajoutes un peu de vanille, mais le combo fonctionne super bien, quoi. Et tu le manges comment, là, un topinambour Est-ce que tu fais des desserts avec des légumes? Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais oui, ça m'arrive. Ouais, là, oui, si. Petit marron 4 épices avec un peu d'orange, magnifique. Moi, ça, c'est un peu connu quand même, c'est un peu trop simple. Mais Bah bon, tout le monde ne connaît pas, mais des crédivores connaissent bien, ok. Et est-ce qu'aussi, parce que tes instruments finalement, donc tu n'utilises ni four ni plaque, c'est quoi, c'est des mixeurs? En fait, est-ce qu'ils ont aussi cette fonction de cuire même si ça cuit pas? Mais est-ce que le fait de tourner, ça donne des textures, ça te permet de un peu, je sais pas. Alors en fait, oui. Qu'est-ce que ça fait sur les aliments, tu vois, parce qu'il y a un peu de chaud quand même, ça tourne vite, non? C'est exact, ça tourne entre 1400 et 1600 watts. 1500 tours minutes, je sais plus quoi là, mais c'est assez puissant et en fait, je le dis assez souvent sur mes recettes, quelquefois il y a écrit 2 à 3 minutes de blindage et c'est vraiment 2 à 3 minutes voire 4-5 minutes sur quelques recettes. Pourquoi? Parce que en fait une épice je vais prendre l'exemple d'une épice. Parce que les épices elles explosent, tu les fais exploser, c'est ça? C'est ça. Une épice pour avoir un goût, il faut la cuire, il faut la faire revenir. Et cette action en fait de chaud permet d'éclater en fait l'épice. En fait en cru, ce qui se passe, c'est qu'on utilise donc le blender principalement, et avec ce blender, on va le faire tourner à haute vitesse, donc on va le faire chauffer par l'inertie en fait de la lame, et donc on va faire éclater l'épice. Mais il faut quand même laisser un peu tourner, c'est-à-dire que ça va pas se passer en une seconde, en une minute. Il faut bien laisser en fait tourner son blender avec ses épices à l'intérieur et d'avoir les mêmes saveurs qu'on pourrait avoir en cuit. Sauf que la différence, on n'aura pas dépassé, donc 42 degrés. Voilà. Et comment on sait que c'est 42 degrés? Alors, la main sur le bol du blender. Nous sommes à 37, ok, on le sait à peu près tous. Notre main, donc, on a cette sensibilité de la chaleur. Vous posez votre main sur le bol à blender et vous allez sentir naturellement en fait la température monter. Donc naturellement, vous allez savoir en fait à quelle température est votre préparation. Quand c'est trop chaud, quand tu peux plus tenir le... Alors, t'attends pas que ce soit trop chaud. Non, mais évidemment, mais 42 degrés. Tu sens la chaleur monter, okay. Et si tu la sens, c'est que t'as au moins à 37, donc voilà, tu t'arrêtes, tout simplement. Ouais. Après, oui, il y a des sondes, oui, il y a des thermomètres, mais je pense que le meilleur des thermomètres, ça c'est l'une des bases traditionnellement qu'on m'a apprise en cuisine traditionnelle, c'est goûter, c'est quoi? Avec la langue et avec le toucher. Si tu te brûles, c'est que c'est trop chaud. Oui. Voilà. Et alors, ensuite, est-ce que finalement, on est condamné à manger froid aussi ou Non. Parce que voilà, il y a aussi des idées reçues. 42 degrés. Oui, mais alors, comme tu boues pas ta préparation, tu la chauffes comment? Alors, soit par l'inertie du blender qu'on vient de le dire, donc tout simplement. Donc ça veut dire que c'est plus que minutes, quoi. Ah là, c'est direct. C'est secondes. Je viens avec mon blender sur ton assiette et bam. Non. Ou sinon avec un peu d'eau chaude, ou sinon donc avec de l'eau chaude, tu peux réchauffer en fait tes aliments, ou sinon avec les épices. Et les épices permettent d'avoir aussi le gingembre. Je pense toujours au gingembre qui est quand même un pouvoir réchauffant, et les épices style piment qui permettent de réchauffer aussi. Et alors après, est-ce que tu coupes? Est-ce que c'est, enfin, tu vois, donc avec ton blender, tout ce que tu utilises là comme matériel, parce qu'il faut être quand même équipé, c'est un autre équipement, j'imagine qu'avant. On a un autre matériel, c'est-à-dire qu'on va utiliser principalement blender, mandoline japonaise. Et mandoline, ça te fait tout un tas de... Donc c'est quoi? C'est pour les pâtes? Ouais, pour faire des choses très fines. Okay. Le couteau, un très beau couteau, bien sûr. Et derrière, donc un robot ménager. Donc, tout le monde connaît un peu les robots ménagers avec la lame en S. Et derrière, vous avez différentes lames qui vous permettent de faire des carottes râpées, par exemple. Waouh! Et sinon, un déshydrateur. Voilà, ça va être principalement ça qu'on utilisera, quoi. Alors, un déshydrateur, tu peux nous expliquer? Déshydrateur, donc petit four. Qui remplace très bien les micro-ondes, et donc ce déshydrateur permet d'assécher, d'enlever l'humidité en fait des aliments, c'est-à-dire qu'on peut partir de quelque chose de mou, type pain, steak, enfin des choses assez molles, c'est-à-dire qu'on va déshydrater sur les extrémités et à cœur on sera moelleux, et on peut aller jusqu'à la chips. Donc imaginez une chips que vous avez frit, et ben nous on va pas frire, on va déshydrater, et de cette déshydratation on va enlever toute l'humidité, et donc ça permet d'avoir donc cette différente texture.
Et est-ce que, parce que en fait, du coup, dans ta cuisine, tu utilises beaucoup de graines, enfin d'oléagineux, etc. Ouais. Est-ce que tu les actives? Comment est-ce que tu les travailles? Est-ce que tu les baignes dans l'eau avant? Parce qu'il y a il y a des gens qui nous disent mais il faut. Est-ce que tu cuisinerais pas toi par hasard? Non, mais Tu as un peu de connaissances quand même. parce que tu vois, je t'interviewe, donc quand même, je me documente un petit peu, parce que vraiment ça m'intéresse et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais finalement on sait pas, on se prive, tu vois, quand on mange des amandes, des noix, enfin tu vois tout ce qu'on a l'habitude de faire, d'une puissance de ces aliments-là, parce qu'en fait on les mange sans les activer entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire activer? Ouais. Donc l'activation c'est quoi? C'est de faire en fait un trempage dans l'eau. Ok, donc l'eau filtrée, ça serait le top, faut le savoir. Donc on va revenir sur l'eau après. Ouais, génial, ça j'adore. me plaît ça. Donc mettre dans de l'eau en fait ces oléagineux et les laisser pendant une nuit au frigo, les faire donc ce qu'on appelle activer, donc c'est de la pré-germination. Donc qu'est-ce qui va se passer? La noix va absorber en fait l'eau et va commencer à sortir un petit, je connais jamais le nom là, un petit zigouki, c'est comme ça que je l'appelle moi. Et en fait, cette pré-germination permet d'enlever l'acide phytique qui est en fait indigeste à la consommation. Il faut savoir qu'à grosse quantité, on peut avoir des ballonnements. Donc on va pas garder l'eau de trempage, on la jette bien sûr, on rince ces oléagineux et derrière on peut donc travailler ces noix. Question technique, pour un cuisinier c'est génial. Pourquoi? Parce que on a ramolli en fait la chair, donc c'est beaucoup plus facile à travailler. Mais est-ce que du coup ça donne pas un peu moins envie? Parce que ce genre en tout cas quand on les mange, quand tu les cuisines dans une préparation, c'est un avantage. Mais les manger comme ça, tu vois, en apéritif ou comme ça pour grignoter, comment on fait pour redonner du croquant qu'on aime bien quand même dans les graines qu'on mange pas activées? Ah oui, après tu le redéshydrates. Une fois que tu l'as activé, tu l'assèches, donc tu le déshydrates, et donc là il est propre à consommer comme ça directement. Après, je vous cache pas, c'est pas 3-4 cacahuètes qui vont faire mal au ventre. Oui, mais c'est quand même mieux de pouvoir. Bien sûr. Et est-ce que c'est meilleur gustativement? On voit la différence tu vois au goût. Petite différence, ouais, bien sûr. C'est meilleur. Est-ce qu'il y a des choses qui se cuisinent pas crues? Tu as des trucs vraiment, tu dis là non. On va dire l'aubergine, on évite, pourtant moi j'en fais. Donc après je vais te dire des choses où à la base on fait pas, mais moi je fais quand même. Je fais quand même dans le sens où après il faut comprendre pourquoi à la base on peut pas. C'est-à-dire que si tu manges une aubergine crue comme ça, tac, c'est pas bon. Ok, tu peux t'intoxiquer. Par contre, si tu l'as fait dégorger et que tu l'as fait mariner proprement, au bout de quelques temps, elle est consommable. Après, comme pour le champignon, je le dis à chaque fois, tu vas pas te taper 300 grammes de champignons. Ça n'a jamais été, à part les champignons de culture où encore tu peux te permettre, mais dès qu'on part sur j'ai des gens, quand je fais un tartare de girolles, ils me le font, je le veux en plat. Moi, je le déconseille. En règle générale, je fais non, c'est trop. T'évites, tu vas mettre 80, 70 grammes, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est un champignon sauvage et ça n'a jamais été recommandé de le manger cru, quoi. Pourtant, je le fais, mais je le fais parcimonie, donc en petite quantité et bien mariné. Donc on va dire à la base les champignons sauvages crus on évite, pas trop du moins. L'aubergine, pas trop non plus. Ok, l'haricot on oublie. L'haricot rouge surtout pas. J'ai testé, j'ai rendu des gens malades, faut le savoir. Voilà. Ça c'était au début. Ouais, c'était au début, ouais. Ah, voilà, on teste. Hein. Merci mes cobayes. Alors la pomme de terre, il y a deux écoles. Il y a l'école, mon école à moi qui était encore il n'y a pas si longtemps, non, pas de pommes de terre, c'est pas possible. Pourtant aux États-Unis, ils ont des recettes où ils font mariner, bien dégorger la pomme de terre et ils font des salades se composent de pommes de terre. Moi, ça, j'ai jamais fait. Par contre, j'ai appris dernièrement du fait que je travaille beaucoup avec des naturopathes que la pomme de terre en petite quantité en jus cru est très bon en fait pour le foie. Donc oui, apparemment on peut en prendre, mais encore une fois en petite quantité. Ok. Et est-ce que tout ce qui est herbes, plantes sauvages, fleurs... Génial, on adore, faut consommer. Mais parce que tu vois, on les connaît pas aussi, on connaît tu vois, les choses qu'on prend en infusion. T'as des exemples de fleurs un peu de délices ou de plantes sauvages un peu que tu utilises, que tu mets dans tes recettes là? La dernière en date, c'était... Voilà. Bref, une herbe en fait, c'est une herbe et qui a un goût. C'est pas un goût de cacao, mais un goût de fève assez particulier et assez puissant. Donc faut pas trop en mettre non plus. Et se marie très bien en fait en dessert. Donc ça c'est très intéressant. Et comment tu sources tous ces gens en fait?
Parce que c'est des produits improbables. Ils viennent à moi en fait. Hein. Moi je fais rien. Moi j'habite à Paris donc clairement c'est compliqué. Non mais voilà, je rencontre des personnes qui me donnent l'opportunité d'avoir cette chance de pouvoir d'avoir des produits d'exception cool. de temps en temps. Et après c'est de rencontres. Tout simplement aussi, fil en aiguille, tu rencontres des gens, tu discutes et ah bah moi j'ai un restaurant, ah bah moi je suis cultivateur. Donc ça veut dire que finalement tes fournisseurs aujourd'hui n'ont rien à voir avec des fournisseurs de ta vie d'avant Totalement. Rien à voir. Je peux te citer les fournisseurs que j'avais auparavant. Je pense que ça doit parler à certaines personnes. Pomona, Transgourmet, Davigel. Enfin, tu vois. Et là, je te parle de mes fournisseurs. Bah, c'est simple, c'est pas des fournisseurs. C'est des producteurs. Ouais. Hein, voilà, c'est des cultivateurs. Il y a pas de. C'est pas une nom de société, quoi. C'est Marion, Stéphane, c'est déjà comme ça. Oui, voilà, exactement. Et donc t'as pas non plus de boulanger. Parce qu'en fait, ton pain aussi est cru. Nous, on parle d'alimentation vivante. Nous sommes bien d'accord. Donc, on parle d'un pain déshydraté. On parle d'un pain un peu essénien. C'est ce que moi je fais. Un pain dense. Ok, un pain qui vient d'Allemagne, je crois, si je me trompe pas, qui est à base de graines germées. Et c'est un peu ce que je fais dans l'esprit. Et alors attends, juste te coupe. Différence entre graines activées et graines germées. C'est un peu plus poussé, c'est-à-dire que l'activation, c'est une pré-germination, donc on va pas jusqu'à la germination, c'est-à-dire on fait pas. C'est juste la nuit trempée dans l'eau, voilà, quoi. on fait un début et après la germination, on pousse beaucoup plus loin. Donc on est à un demi, un centimètre à peu près, quoi. Voilà. Et donc là, du coup, tu prends ces graines germées et c'est ça qui compose ton pain. C'est un mélange de graines et de oléagineux. Est-ce que tu peux nous dire un peu 3 mots au sujet des textures que tu arrives à avoir? Parce que c'est riche en termes de... T'as à la fois des trucs un peu comme des... Je sais pas comment dire, comme un velouté. Tu vas avoir un peu des effets un peu plutôt mousseux. Tu vas avoir juste des choses coupées en julienne. Voilà, tu vas... Les différentes textures qu'on va avoir, elles vont être fondantes, croquantes, bien sûr. On va les retrouver aussi voluptueuses par l'émulsion de l'huile. Dès que tu fais n'importe quelle vinaigrette ou quoi au caisse, cette alchimie qu'il y a entre l'acidité, le liquide et l'huile permet d'avoir ce côté un peu voluptueux. Enfin, c'est beaucoup plus aéré. Quoi. Et pourtant, c'est aéré, mais ça reste du gras quand même, parce qu'on en met un peu quand même. Donc c'est assez improbable et intéressant, quoi. Et pareil avec les huiles, est-ce que du coup il y a des huiles, parce que du coup c'est cru, donc il y a des huiles qui sont plus ou moins fortes aussi. Et du coup, tu as un peu des huiles certaines, enfin tu peux nous partager, je sais pas, 2 ou 3 huiles un peu bien pour Alors, certains. ma préférée. Oui, ta préférée, dis-donc. Ma préférée, c'est cameling. Celle-là, je l'adore. C'est une huile d'herbe, une huile de fleurs d'herbe. Et elle est, moi, je trouve ça exceptionnel. Elle est vraiment très très bonne. Dans les huiles, c'est ça qui est bien, c'est que on a tous tendance à se cantonner. Moi, le premier, l'huile d'olive, c'est la plus simple, la plus, on va dire, elle est pas, elle est pas neutre, mais c'est un goût que tout le monde connaît maintenant. On va dire qu'on s'est tellement habitué que voilà, c'est devenu un truc basique. Et t'en as, mais de plein de goûts différents, des goûts mais qui vont être tellement prononcés que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup au final. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça peut juste finir la touche de ton plat presque sur un filet d'huile de soit cameling, cartam, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le lin, les noix, la courge, enfin pression à froid bien sûr. Ouais. Très important. Ouais, donc ça c'est à checker sur les étiquettes. Exactement. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on les utilise pas beaucoup ces autres huiles parce qu'en fait elles se cuisent pas. Enfin souvent l'huile d'olive se cuit. Et donc, mais comme on a tellement l'habitude aussi de manger cuit, en fait, on utilise des huiles qui se cuisent. Et donc, en fait, on passe un peu à côté des autres. Donc, toi, tu cuis pas avec le feu, mais est-ce que quand même, il y a certains procédés, peut-être la marinade, tu nous parlais tout à l'heure de petites recettes, tu disais on fait mariner, ci et ça. Comment tu fais mariner, en fait? C'est quoi les techniques un peu? Alors, en marinade, tu vas avoir la marinade, ce qu'on appelle les marinades instantanées. Donc, un mélange d'huile, d'acidité et de sel, ou tout simplement un mélange d'huile et de sel qui permettent de cuire ton végétaux directement. Et après, on peut partir sur tout ce qui est... pour moi, tu as la première marinade qui va être celle que je viens de te dire. La deuxième va être pickles, donc une action d'eau, de sel et de sucre et d'acidité. D'accord. Très intéressant. Après, tu as la saumure, eau et sel, tout simplement. Okay. Et on va dire que ça, c'est des bases. C'est-à-dire que dans ces bases-là, il faut se dire que dans le pickles, imagine que tu peux mettre des herbes avec donc des légumes. En pickles, tu peux mettre plein d'épices. Enfin voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que de rajouter, c'est-à-dire que ça, c'est des bases qu'il faut. C'est la technique qu'il faut comprendre, qu'il faut faire, et derrière, il faut s'exprimer avec d'autres épices, d'autres herbes, d'autres goûts, quoi. Et après, tu passes sur
La lactofermentation, donc la lactofermentation, c'est de l'eau et du sel. Et selon les légumes, tu vas avoir une acidité, un pH qui va ressortir plus que d'autres. Donc, va se transformer en lactofermentation. Et l'acidité te permet de l'actionner aussi. Donc, l'acidité, tu vas la trouver dans quoi? Dans les agrumes, dans différents légumes et le vinaigre. Voilà. Donc en fait, la lactofermentation, c'est aussi une technique pour conserver. Alors, conserver et attendrir. Ouais, attendrir. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, j'ai ouvert mon pot, j'étais un peu trop optimiste. J'ai fait des carottes en lamelles, mais après, elles étaient fines. Donc, je me suis dit, ça se trouve, ça a fonctionné. Et ça fait quoi, une semaine, même pas, ouais, ça va faire même pas une semaine. Donc, c'est vraiment très tôt. Ouais, j'étais un peu ambitieux là. Mais j'avais faim aussi. Il faisait froid. Et il faisait froid. Donc, la carotte, c'est bien. Parce que sinon, c'est quoi, c'est 3 semaines? Ouais, je pense que 3 semaines minimum, ça aurait été pas mal, ouais. Et donc, on là, peut les conserver après combien de temps? Ah, une semaine, je dirais. Attends, on attend 3 semaines et après, quand on l'ouvre, c'est une semaine. Ouais, enfin, mais après, si on l'ouvre pas, le bocal. Après, tu peux laisser. Après, le truc qui va se passer, c'est toujours pareil, c'est plus tu vas laisser. Parce qu'il y a des bactéries qui vont se créer là, du coup. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est ça qu'on recherche. Oui, mais c'est des bonnes bactéries. Bien sûr. Oui, mais est-ce que quand on laisse si tu fais bien le procédé correctement. Ouais, parce c'est toujours pareil. Tu vois, quand on parle de lactofermentation, on a un peu l'impression que c'est un truc un peu dégueu. Enfin, un truc. Ah oui, c'est un peu un truc qui a croupi, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est aussi changer notre regard sur les bactéries. Mais oui, parce que du fait de tout ce qui s'est passé là dernièrement, plus personne veut manger la cacahuète qui a traîné sur la table parce qu'on a peur de. Qu'ils ne savent pas laver les mains, qu'ils soient malades, que ceci, cela. Oui, c'est vrai. Il faut faire attention, bien sûr. Maintenant. Alors j'estime que les bactéries sont importantes pour notre corps. Maintenant, il y a des virus qui traînent, il faut faire aussi attention, mais il ne faut pas devenir non plus parano et vouloir se protéger. Au final, je pense qu'on ne se protège pas, bien au contraire, on s'affaiblit. Et il faut aussi se nourrir. Ouais, il faut se nourrir de tout ce qui se passe. Et donc, c'est pas parce que j'ai mis un pot, oui, c'est sûr, il y a 3 ou 4 personnes auparavant qui ont mis leurs doigts dedans. J'avoue, c'est vrai, c'est pas très très bien, c'est pas très hygiénique. Mais dans un sens, c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on a vécu pendant des milliards d'années et on continuera à vivre comme ça, j'espère. Donc, et je sais plus, là, ça me fait penser à des études. Je crois que mais c'est un truc très sérieux de chercheurs qui ont cherché, si tu veux, quel est tu vois, nos couverts, le matériau qui est le plus adapté finalement et qui est le mieux pour l'être humain pour la jonction entre l'aliment, ce qu'on met dans, enfin tu vois, le fait de le mettre dans la bouche. Donc est-ce que c'est une cuillère en bois, en métal, en verre, machin? Et bah la réponse c'est les doigts. Donc bon, voilà, tu vois, c'est aussi. Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est mieux conservé. Enfin, la lactofermentation, une fois qu'on a passé un peu le cap de c'est un peu dégueu, machin, et qu'on prend le temps, parce qu'il faut quand même prendre le temps de le faire. Et non plus seulement tu prends le temps, mais ça sera. Faut le savoir. Faut laisser. Voilà. Faut pas oublier même quelquefois. Voilà, mais aussi on conserve en fait mieux les vitamines. Totalement. Ouais. Ok. Et puis, parce qu'en fait, l'alternative que ça apporte, c'est. Parce que sinon, l'autre façon de conserver, c'est la stérilisation. Mais la stérilisation, c'est vachement énergivore, en fait. Donc, et puis ça flingue tout. Je ne stérilise pas, moi. Du moins, mes pots, oui. Mes pots sont stérilisés. Mais en fait, ouais, non, je ne pasteurise pas, pardon. Alors, pasteuriser. Pasteuriser, c'est-à-dire que tu montes en température, en fait, ton produit dans un bocal. Je crois que c'est 100, à mes souvenirs, je crois que c'est 100 degrés pendant 1 heure, un truc comme ça. Et donc là, tu tues toute bactérie, toutes les vitamines. Et donc les vitamines. Voilà. C'est marrant que tu me parles de ça. Je fais beaucoup plus attention sur mes achats concernant, tu vois, le vinaigre, le miso, le tamari. Enfin, tu vois, il y a plein de produits comme ça. Parce que c'est pas écrit en fait à froid. Alors à froid ou non pasteurisé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pasteurisées en final. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, moi, ce que je recherche clairement dans cette alimentation, c'est un maximum de non-transformation. Et bien au contraire, de conservation de vitamines. Donc dès que tu commences à pasteuriser, tu perds tout. Donc plus aucun intérêt. Et je me suis fait avoir 2-3 fois sur des vinaigres où j'ai pas fait attention à l'achat. Et je veux faire de la fermentation de vinaigre. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Tu veux créer ta fermentation et où est-ce que tu vas trouver les bactéries? C'est en fait dans le vinaigre. Je prends le pomme parce que c'est celui qu'on utilise le plus en alimentation vivante. Et s'il a été pasteurisé, tu vas peut-être y arriver, peut-être en bout de 10 jours, ça va peut-être arriver à faire quelque chose, mais à la base, en 8 heures, s'il est non pasteurisé, tu vois la bactérie se former et donc ça commence à buller et ça fait son taf, quoi. Et qu'est-ce que tu préfères faire, tu vois, en lacto-fermenté? Il y a un truc... Tout. Je suis en pleine découverte encore. Hein. J'ai sorti des salsifis d'il y a 1 an. Donc tu avais lacto-fermenté il y a 1 an? Entier, voilà. Tu vas juste nettoyer, et ils sont fondants.
plus croquant. Et c'est ça que je recherche aussi, tu vois. C'est de pouvoir la texture attendrir et arriver à... Je veux pas de la purée parce que je me suis fait avoir 2-3 fois avec de la carotte ou de la patate douce où au final tu prends le truc, c'est de la purée quoi. Donc là c'est intéressant, tu fais des jus avec ça, tu retravailles encore le produit différemment. Mais là avec le salsifis, je suis arrivé à un terme où c'est tu prends la cuillère quoi, hop. Comme du beurre. Génial. Vous voyez pas sa tête, mais... Pardon. Et est-ce que tu as un peu, tu vois, des ingrédients qui sont un peu devenus comme peut-être pour nous le sel et le poivre, tu vois, vraiment des trucs qui sont tu jettes tout le temps sous la main et avec lesquels tu fais vraiment plein de trucs parce qu'ils se déclinent sous plein d'aspects. J'adore la poudre de céleri. La poudre de céleri ? Ouais. Et qu'est-ce que ça donne un goût, ça sale un peu ? Non ? Moi je trouve pas réellement, non. Bah, après j'adore le sel, hein, donc bon, voilà. Y a des gens qui vont dire oui ça sale. Moi je trouve pas, je trouve que c'est le goût du céleri qui ressort énormément, les poivres, tous les différents poivres, il y a tellement de poivres avec des goûts tellement différents. Et est-ce que tu penses aussi qu'il y a des techniques, tu as du cru, que vous utilisez aujourd'hui dans la cuisine qui peuvent inspirer la cuisine traditionnelle ? La déshydratation déjà commence à rentrer un peu plus. Totalement, ouais. Ça fait au moins 5-6 ans maintenant, j'ai vu des choses se faire parce que j'aime bien aller faire un tour à Omnivore, je sais pas si tu connais le salon Omnivore. T'as plein de nouvelles des cuisiniers qui montent des recettes intéressantes et des nouvelles techniques. Et dont un qui a fait un truc sur la déshydratation une fois sur un oignon. Il n'était pas à 42, hein, il était à 57, 60, je sais plus. Enfin bref, sur 12 heures. Et pour avoir ce côté un peu fondant, un peu croquant. Enfin, c'était super intéressant quoi. Mais ouais, la déshydratation, ouais, c'est l'une. Et la lactofermentation. Là, ça fait 2 ans, on parle que de la lactofermentation maintenant. On se remet dessus, là, ça y est. Merci, enfin. Ouais. Oui, après, on parle que de ça, tu vois, parce que toi aussi, t'es dans cet écosystème et que voilà, mais il y a beaucoup de gens et encore, on le voit là sur le marché, tu vois. Ouais, qui découvrent. Oui, vraiment, bien sûr, ouais, moi, je suis dans parfois, on a un peu l'impression que tout le monde est comme nous, mais en fait, pas encore tout à fait. Et pareil, moi, ce qui m'avait marqué, c'est esthétiquement, tu vois, tes assiettes sont hyper colorées. Tu vois, du fait qu'on ne cuit pas, bon, donc oui, on conserve énormément la chlorophylle, soit je sais plus le terme pour dire, on conserve ce qui pigmente les légumes. La pigmentation des légumes sont conservées totalement. Ouais. Et aussi les odeurs en fait sont différentes. Ah totalement, c'est super. Oh, moi j'adore. C'est plus intense. Ah mais c'est, alors je sais pas si c'est plus intense, c'est pas les mêmes odeurs. Moi je trouve que c'est une très très bonne odeur. Alors c'est sûr la lactofermentation quand tu l'ouvres, il y a des fois ça peut perturber avec le chou, j'avoue ça peut faire un peu bizarre, mais non en soi tout ce qui est déshydraté, t'as plein d'odeurs qui ressortent quand j'ouvre la porte le matin là. Waouh. C'est génial. Ouais. Ouais. Donc t'as plus l'odeur du truc qui cuit. Mais après c'est d'autres odeurs. Hein. Moi j'aime aussi. Enfin, je suis cuisinier de métier de base, donc j'aime aussi les choses qui crépent. Voilà. Enfin, c'est d'autres odeurs, c'est différent. Mais l'odeur du cru, j'aime beaucoup. Ouais. Et donc toi, tu manges cru tout le temps ou pas ? C'est quoi ? C'est 70%, 60%, 50%. 60% on va dire. Je mange le midi. Quand je mange. Oui, après voilà, je cuisine tous les jours, donc je suis tout le temps en train de. Je suis quelqu'un qui mange pas réellement. Je suis plutôt quelqu'un qui grignote énormément. C'est tout ce qu'il faut pas faire, je le sais. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et est-ce que c'est plus long de cuisiner cru ou finalement c'est plus court ? Enfin, pour les gens qui aussi. Non, c'est l'anticipation par contre. Après, tu peux. Il y a des gens parce que. Pour les personnes qui veulent changer leur alimentation, il y a des personnes qui sont intéressées à comment on pourrait manger tous les jours cru mais facilement. Et ça c'est intéressant parce qu'en final tu te rends compte que les gens ils te disent ah mais on tourne autour, on fait toujours la même chose, des carottes râpées. Mais on adore les carottes, c'est génial. Mais tu peux aussi te faire tes carottes avec différentes vinaigrettes. Avec différentes, tu peux l'agrémenter d'un crunola, tu vois, de noix déshydratées, et le but en fait c'est de comprendre, c'est de changer en fait à chaque fois un peu sa vinaigrette, son condiment en plus. Ça change après vraiment le goût. Huile, ça change tout en final. Ça, tu peux avoir mangé le même aliment, mais pas assaisonné pareil. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est avoir ce déclic de se dire je vais changer mon huile, et je vais changer ma vinaigrette, et je vais changer en fait les condiments que j'utilise habituellement, et ça permet de en une semaine manger différemment tout le temps quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'eau.
de l'eau osmosée, de l'eau dynamique, de l'eau de boisson. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, parce que c'est important finalement, enfin, on est déjà composé 90% d'eau. Et l'eau qu'on boit, elle n'est pas toujours minéralisée comme, peut-être son potentiel est un peu réduit parfois. Comment toi tu fais? Alors moi j'ai un système de filtration d'une société qui s'appelle Originel. Originel. Originel, ouais. Ok. Que mon associé. T'as directement sur ton robinet? Non. Ouais, c'est un peu plus que sur le robinet, c'est sur l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, ouais, directement. Donc en fait, c'est un système de filtration où tu as un vortex qui te rend en fait l'eau à l'état morte, ok, quand elle arrive, et après elle est redynamisée et reminéralisée avec différents filtres où tu as donc des algues, des minéraux, un charbon. Et il manque un charbon actif. Ouais, un charbon actif. Et un autre truc, je sais plus ce que c'est. Sel minéraux, je sais plus, enfin bref. Et en fait, l'eau passe là. Donc elle est dynamisée. Donc, parce qu'en fait, elle arrive, quand tu dis qu'elle est rendue morte, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'on la filtre à la nano. C'est-à-dire qu'on laisse plus passer rien du tout. Donc elle est impropre à la consommation. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que si tu bois l'eau telle qu'elle est là quand elle est filtrée, enfin quand elle est passée à ce moment-là, elle est pas bonne. Enfin, tu peux plus la boire. Okay. Et derrière, on la dynamise, donc on lui redonne en fait dans ce vortex de l'oxygène. Ouais. Okay. Le vortex, c'est comme une. Faut imaginer une spirale en fait. C'est comme ça, exactement. Ouais. Et là-dedans, en fait, elle est redistribuée dans différents filtres avec donc des minéraux, des pierres, des charbons, je sais plus quoi d'autre. Je les connais, je sais qu'il y en a 4, je crois, à mes souvenirs. D'accord. Et voilà, et donc ça te fait une eau, ce que j'appelle l'eau de Paris, mais 42 degrés. By Originel. Et ouais, ça te fait une eau. L'eau est différente, clairement. Mais elle est différente pour nous parce que elle est différente en goût. Elle est différente à ce qu'elle va t'apporter aussi, parce qu'au final, elle est propre. C'est là la petite différence, c'est que l'eau de Paris est bonne. Je ne critique en aucun cas l'eau de Paris, bien au contraire. Merci, on a de l'eau quand même qui est propre. Mais elle est contaminée depuis des dizaines et des dizaines d'années par les différents médicaments les systèmes de filtration qu'ils ont ne sont pas aussi poussés que ce système-là. Ouais. Donc ça laisse passer certains polluants. Ouais, certains médicaments ou certains trucs qui ne nous appartiennent pas et qu'on boit à notre insu et on ne sait pas ce que ça fait sur nous parce qu'on boit que ça. Mais aussi, pareil, dans les bouteilles plastiques, c'est le microplastique. C'est pas mieux non plus. Voilà, c'est aussi. Je crois que je l'avais déjà dit, mais il y a des études qui montrent qu'en fait, on mange l'équivalent de1 carte bleue par semaine de plastique sans le savoir. Entre le poisson, tu vois, tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit. Donc voilà. Et alors, ce système, finalement, c'est un truc que tu peux. C'est vraiment un énorme investissement et il faut qu'on achète un truc. Moi, je l'ai pris. Ou alors, on peut se faire aussi un truc maison. Ça reste un investissement quand même, faut le savoir. Mais oui, tu peux le faire à la maison, bien sûr. Okay. L'appareil sera beaucoup plus petit avec le même système que je viens de te dire. Mais moi, j'ai une cuve qui fait 100 litres tu vois, de récupération. Est-ce que si tu peux pas être en direct, tu es obligé d'avoir un système d'alimentation. Et voilà quoi. Ok. On mettra les liens du coup de ce merveilleux filtre. Ouais. Alors tu sais que ce podcast s'appelle Où est le bon, Fabien, et que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du bon. Alors qu'est-ce que c'est le bon pour toi? Le vrai goût du bon? Le vrai goût du bon, le bon, c'est c'est marrant, c'est en fait tout est dans ta phrase. Le goût, c'est de partager, c'est de passer un moment, et ça commence par merci à toutes ces personnes qui cultivent et qui nous donnent des aliments pour qu'on puisse moi derrière m'éclater avec et donner du goût. Et je pense que ça vient de là. Et après, c'est un moment partagé. Ouais. Donc c'est tout ce que tu viens de me dire au final. Mais c'est bien, je trouve ça beau que tu remercies aussi les gens qui cultivent en fait. Ça part de là en fait. Ça part de là, et aujourd'hui c'est vrai qu'on vit un moment un peu particulier parce que beaucoup de ces personnes-là aujourd'hui en France ont du mal à vivre alors que c'est eux qui nous nourrissent. Et donc il y a une valeur aujourd'hui à attribuer peut-être supplémentaire et même sociale en fait, de revaloriser tous ces gens qui cultivent la terre et toutes ces personnes qui aggradent le sol, qui font en sorte que notre sol reste vivant, pour nous donner des aliments délicieux en fait aussi. C'est parce que je pense que toi tu pourrais pas faire de la cuisine crue aussi bonne avec des choses qui sont produites de manière conventionnelle comme on appelle, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont peut-être moins de goût.
aujourd'hui. Énormément. Et tout l'intérêt de savoir un peu, de pas hésiter à goûter, je pense, c'est important. Ça peut être très, très différent, quoi. Ouais, mais donc c'est aussi en fait porter une attention particulière quand on mange en fait les choses, parce que c'est manger aussi en étant attentif, parce que on a parfois aussi été habitué avec on a l'impression que un bon truc c'est quelque chose parce qu'on a toujours acheté nos légumes à tel endroit dans une grande surface, etc. Donc en fait on sait même plus peut-être reconnaître parce qu'on a plus trop de moments où on a accès à ces produits qui ont vraiment le goût du vrai, je sais pas comment dire, mais et donc nos sensations elles sont un peu parfois désaxées. Et donc se remettre au contact de ces vrais goûts. Enfin, moi, tu vois, quand je suis allée dans le potager de Pascal Pot, qui est ce fameux maraîcher, tu vois, qui cultive sur sol vivant et qui n'utilise pas d'arrosage, enfin, qui arrose pas ses plantes et qui fait confiance à ses semences qu'il est en train de justement sélectionner d'année en année pour qu'après elles se connectent avec le mycélium et qu'elles aillent chercher l'eau dans les roches et tout ça. Donc, c'est des légumes qui ont dû booster leur système immunitaire, tu vois, de manière de malade. Donc, des légumes qui ont une peau vachement plus épaisse, etc. Et quand j'ai goûté ces tomates, mais en fait, j'avais l'impression que je goûtais un truc qui n'était pas une tomate, tu vois. J'avais l'impression que c'était un autre... Presque qu'il aurait fallu inventer un autre mot parce que tellement c'était délicieux. Il y avait un goût que j'avais... Voilà. Donc, c'est aussi cette éducation, en fait, cette expérience vraiment de goûter. Et je pense qu'aller dans un restaurant comme le tien, c'est se remettre au contact de ces goûts qu'on a parfois un peu oubliés parce que des années de manger comme on peut aujourd'hui, mais pas forcément comme il faudrait, quoi. Il faudrait, ouais. C'est exact. Est-ce que, Fabien, tu aurais un message à faire passer, tu vois, peut-être alors déjà aux jeunes cuisiniers, tu as plus de 15 ans d'expérience, tu vois, des gens qui se lancent aujourd'hui dans la cuisine, qu'est-ce que tu peux témoigner au niveau de la cuisine et comment leur susciter un peu cet intérêt de s'intéresser à ces techniques-là si dans leur formation, par égard, tu vois, ils n'avaient pas eu de cours de cuisine? De la curiosité, essayer d'être un peu aventuré dans les goûts, ça veut dire ne pas se cantonner à sa béchamel et ses œufs, quoi. Tu vois, essayer de voir peut-être qu'on peut faire des alternatives différentes et de goûter tout simplement brut un aliment peut devenir intéressant. Et derrière, ok, peut-être le cuire, mais peut-être pas au final. Tu formes, toi, ou pas? Tu donnes des cours? Est-ce que tu accueilles des chefs j'imagine que tu es en stage des gens, etc. Mais tu donnes on peut venir. Je fais des ateliers pour des particuliers. Je fais des ateliers aussi pour des reconversions. Voilà, je fais pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ton épicerie que tu viens de lancer, l'épicerie 42 degrés à Paris? Qu'est-ce que je peux dire? Venez découvrir. Non, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, on a développé une gamme d'épicerie qui ne fait que commencer. Parce que j'espère qu'on va aller encore plus que ça. Donc c'est toujours de la recherche et des de nouvelles créations qui arrivent. Voilà, c'est situé au 17 rue Maubeuge. C'est ouvert, on espère, tous les jours, de 9h à 17h. Et vous pouvez manger des et faire. Alors là, on est en pleine saison dans le chou, donc on a du chouquel. Donc on a 2 sortes de chouquel déshydratés, donc en chips. On propose des crackers, on propose du pain qu'on a parlé tout à l'heure, un peu saignant dans l'esprit. On arrive dans la saison du faux gras. Pour Noël. Le faux gras pour Noël. On adore. Donc voilà. Et donc là, le faux gras, c'est avec des oléagineux et des graines. Tout ça agrémenté d'un bon gras d'huile de coco et curcuma. Non mais c'est ça au final, non? Et donc ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, tu vois, collectivement dans nos cuisines, peut-être à faire rentrer un peu plus du cru quand on est un peu néophyte? De l'alimentation vivante, ouais. De l'alimentation vivante. Je pense que c'est pas mal, ouais. Je pense que ça peut apporter pas mal de choses au quotidien. Et je conseillerais de se remettre à cuisiner ou cuisiner et de partager des plats faits avec amour. Ouais, mais en fait, moi j'ai lu un bouquin d'un alchimiste, un alchimiste français, Patrick Burenstenas, et en fait il dit que tout ce qui est fait avec amour, alors là même quand tu vois pas forcément avec des produits, totalement vrai. Il y a un vrai truc, et donc ça c'est important, et je pense que c'est beau qu'on finisse par l'amour parce que faire des choses qu'on aime, c'est le premier truc pour déjà. Ça se ressent.
C'est au-delà de suivre une recette, c'est ce que tu vas apporter en fait à ta... C'est le spiritus, lui il parle de spiritus. Ouais, tu vois. c'est j'en ai trop mis. Non, mais jamais trop en fait. C'est ce que tu c'est ce que as envie de partager. Voilà, c'est ça. Et donc, il a ton intention. ce que tu apportes, ton attention et l'amour que tu mets dans tes gestes et dans ta recette permet de nous régaler. Merci. Bon, merci beaucoup Fabien. Merci Hélène.